Alors, bienvenue dans cette réunion qui a pour thème eh bien, le no-code et l'IA, parce que c'est une combinaison vraiment magique et on est ravis de vous la présenter aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Mireille Lafourcade, je suis directrice générale de CIMAX et à côté de moi, j'ai Johan. Johan, je te laisse se présenter. Oui, bonjour, enchanté. Moi, je suis chargé de partenariat pour CIMAX. Dans un premier temps, eh bien, on va vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de CIMAX, rappeler très brièvement qu'est-ce que c'est que CIMAX, parce qu'on a un peu un ovni sur le marché, rappeler quelques généralités sur le no-code, vous montrer qu'est-ce qui a changé en termes d'IA dernièrement et pourquoi on en parle autant en ce moment, avec des exemples de cas d'usage. On fera ensuite les démos concrètes qu'on a évoquées, et puis on parlera du coup on fera les questions de réponse et puis des idées et des échanges avec vous. Et puis, on vous a réservé quelques petits cadeaux sur la fin, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, CIMAX, c'est pas vraiment une solution no-code. En fait, c'est un ERP CRM. Alors, c'est un peu particulier, justement. Donc, c'est un éditeur qui a été créé en 2006 à Montpellier et nous avons été pionniers du no-code en 2006. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a remporté le concours du ministère de la Recherche. On était tellement, on rentrait dans aucune case à l'époque. Donc, ils ont été obligés de faire un récit au journal officiel pour expliquer que faire des logiciels sans programmer, ben, c'était innovant. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup on va dire, de bouteilles sur ce sujet et qu'on est ravis d'en parler avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 6e éditeur ERP générique français, mais on est le seul au monde à être un ERP 100% no-code. Vous voyez, on a des clients comme Flunch, l'INRA, Endel, le groupe Schenver, Terena, BPI France, etc. Mais la majorité de nos clients sont plutôt des PME. Donc, CIMAX, en fait, de l'extérieur, ça ressemble à un ERP normal. Donc, ne soyez pas surpris quand Johan va vous faire sa démo. Oui, il y a des modules CRM, vente, achat, stock, il y a un planning, il y a une messagerie, il y a vraiment, c'est très riche. Mais la différence, c'est qu'en fait, tous ces modules, eh ben, ils ont été construits en no-code. Donc, en fait, on peut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, soulever le capot et on va pas se priver de le faire. Et aussi, du coup, ça nous donne énormément de souplesse parce que du coup, on va pouvoir compléter, on va pouvoir inventer des nouvelles choses, on va pouvoir exploiter l'IA d'une façon originale qui correspond au métier de l'entreprise. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un no-code qui est très intéressant, celui-ci Max, c'est que comme il a permis de construire un ERP complet, et ben, du coup, c'est un moteur qui est extrêmement puissant, performant, capable de traiter des très gros volumes de données et aussi qui, dans le temps, a vraiment rencontré beaucoup de questions de sécurité et donc qui est extrêmement sécurisé aujourd'hui. Alors maintenant, on va refaire un petit rappel de nos codes. A priori, normalement, tout le monde a fait du no-code sans le savoir. Si vous avez utilisé Excel, en fait, eh ben, vous avez pu stocker de la donnée structurée, vous avez pu faire des calculs, vous avez pu faire des graphiques et vous n'avez pas eu besoin de connaître la programmation. Et en fait, l'esprit du no-code, c'est ça, hein, ce sont des outils bureautiques et graphiques pour créer des solutions digitales. Donc, et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au no-code? Bon, bien sûr, nous, en tant que pionniers, on n'arrête pas de dire le no-code, le no-code, le no-code, mais on n'est pas les seuls. Par exemple, Gartner, qui est quand même une référence dans le conseil dans le domaine du digital, est d'accord avec nous puisqu'il dit que d'ici 2025, 70% des nouvelles solutions digitales seront soit no-code, soit low-code. Donc, on est face à vraiment une révolution digitale qui impacte vraiment tout le secteur du numérique. Donc, c'est une tendance durable. C'est vrai que c'est une question, c'est ouais, mais est-ce que c'est juste un feu de paille ou est-ce que ça va durer un peu? Ben, non, c'est une tendance durable. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de l'informatique. Le sens de l'informatique, c'est toujours plus vite, toujours plus simple, toujours plus accessible à plus de monde. Donc, comme le no-code, ça représente tout ça, ben, c'est vraiment la technologie d'avenir. Alors, qu'est-ce qui existe comme solution no-code? On ne va pas toutes vous les décrire pour la bonne et simple raison qu'il en existe plus de 900 dans le monde. Alors là, on a un petit graphique qui en présente quelques-unes. Bien sûr, ça ne peut pas être exhaustif, mais vous voyez, il y a des thèmes sur lesquels il y a des solutions no-code. CIMAX, c'est le seul ERP CRM qui est 100% no-code. Et voilà, mais il y en a plein. Donc, il y en a plein aussi qui permettent de faire de l'IA. Il n'y a pas que CIMAX, mais du coup, nous, on va vous le présenter dans notre cadre à nous, évidemment. Et alors, pourquoi on parle autant d'IA en ce moment? Parce que nous sommes face à, en fait, à une nouvelle étape. Nous avons franchi un seuil technologique. Alors, c'est lié à une combinaison de plein de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, ce n'est pas nouveau. En fait, ça existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. C'est presque aussi vieux que l'informatique.
Ce qui change, c'est qu'on a atteint un seuil d'apprentissage fin 2023. En fait, les IA génératives, comme ChatGPT, si vous n'avez pas entendu ChatGPT, c'est que vous habitez dans une grotte, donc ont atteint un seuil d'entraînement sur un gros volume de données. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un théorème scientifique qui dit qu'à partir de maintenant, les progrès vont être exponentiels. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi une autre série de raisons. D'abord, l'IA, c'est un outil qui nécessite énormément de calcul et donc la taille des machines et leur puissance de calcul et leur mise à disposition dans le cloud font qu'on arrive à de l'IA qui devient un outil de consommation. Voilà, l'accès à l'IA est facilité. Voilà, on a des API qui sont c'est des sortes de portes d'entrée digitales. Et l'IA devient un outil que l'on consomme par question. Donc, en fait, on a comme un forfait téléphonique, on achète des tokens à l'avance et on va consommer l'IA petit bout par petit bout chaque fois qu'on en a besoin. Et du coup, ça devient un produit de grande consommation, entre guillemets. Donc, c'est ça, c'est le mode de consommation qui change et qui le rend très accessible pour des outils externes comme des solutions informatiques en no-code ou autres. Il y a plusieurs types d'IA. Alors, elles n'y sont pas toutes là. Il y a ce qu'on appelle les systèmes experts qui ont un savoir-faire dans un domaine défini, par exemple repérer des tumeurs sur une radio. Dans CIMAX, nous, on a Max qui a un savoir-faire en construction d'applications et de bases de données. Il y a des IA, ce qu'on appelle l'IA des vecteurs qui analysent des tendances, qui repèrent des signaux faibles. Il y a l'IA générative, comme c'est celle de ChatGPT, on va en parler plus longuement. Et il y a aussi des IA d'IHM maintenant qui regardent comment vous utilisez, par exemple, votre Excel et qui est capable de reproduire vos mouvements pour faire votre travail à votre place. Donc, il y a plein de types d'IA différentes, mais elles ont toutes le même principe, c'est que ce sont des outils essentiellement statistiques. L'IA générative, c'est une IA qui est capable de générer du texte ou de l'image ou du code, en fait, génère des choses à partir d'autres éléments qu'elle a pu analyser. Donc, l'IA générative, elle trouve le mot suivant le plus probable. Donc, si vous avez utilisé ChatGPT, il y a un truc qui s'appelle la complétion. C'est pour ça, c'est parce qu'elle trouve le mot suivant le plus probable. Et comme souvent, après une question, le plus probable, c'est une réponse. C'est pour ça que quand vous posez une question à ChatGPT, eh bien, il vous sort une réponse. Voilà. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est vraiment dans les usages métiers de l'IA, il faut l'avoir en tête, c'est que la réponse, elle peut être erronée ou elle peut être pas tout à fait juste. Donc, pour arriver à ce résultat, les IA, elles utilisent un gros volume de données, par exemple sur Internet, mais c'est possible aussi de fournir ses propres données à l'IA. Et nous, on le verra dans un exemple aussi tout à l'heure avec Johan, et ça va être très intéressant. Donc, comme je disais, la réponse, elle peut varier. Si vous avez fait le test, si vous posez la même question plusieurs fois à la même IA, vous avez une réponse qui varie légèrement ou beaucoup, mais c'est pratiquement jamais la même réponse. Un peu comme pour la génération d'images, excuse-moi, mais si vous lui demandez de générer une image, même si vous mettez le même texte à chaque fois pour lui demander l'image, elle sera jamais la même. Ce sera toujours une image différente aussi. C'est ça, oui. Donc, c'est pour du texte ou une image ou tout ce que vous demandez à générer, même du code, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ça répondra globalement quand même à la question, mais voilà. Donc, ce qu'on appelle la variabilité de la réponse, on appelle ça aussi la température. Et en fait, par exemple, pour ChatGPT, on peut lui dire, on veut que s'il te plaît, tu varies pas trop, ou au contraire, on t'autorise à varier beaucoup. Donc ça, on peut lui donner des valeurs pour conditionner la variabilité de la réponse. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au no-code et l'IA? En fait, qu'est-ce que c'est les caractéristiques du no-code? C'est une simplicité de mise en œuvre pour une rapidité des projets, pour de l'automatisation et pour de l'autonomie. Et c'est quoi les caractéristiques de l'IA? C'est d'apporter des gains de productivité, c'est maintenant une consommation simple via API et aussi, il faut prévoir de la validation humaine. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a des similitudes dans l'esprit des deux et qui font qu'on peut avoir une combinaison vraiment super intéressante parce que justement, on va pouvoir simplement appeler un outil qui est rendu en termes de consommation de plus en plus simple. Et d'un côté, on va avoir de l'automatisation et de l'autre, on va apporter des gains de productivité. Donc, ça se complète vraiment de façon très intéressante. Donc, pour l'illustrer, on va vous donner quelques exemples d'usage. Donc, ça, c'est des exemples que nous avons traités dans CIMAX ERP CRM. Déjà, on a plein d'autres idées, mais
Ça, c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, on a renforcé notre agent qui s'appelle Max pour répondre aux questions de ceux qui utilisent Simax. On peut proposer de répondre à un mail. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous faites la proposition de répondre à un mail dans Simax, il vous fait un résumé du mail, parce que des fois, le mail, c'est vrai, une grosse tartine, donc ça fait gagner beaucoup de temps, et ensuite, il vous propose la réponse. C'est bien une proposition qui doit être validée par l'humain, parce qu'il faut que vous soyez quand même vous soyez au courant de ce que ça va répondre pour vous. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de la reconnaissance de factures d'achat. Donc, pour ceux qui ont entendu parler de l'e-facturation qui rentre en place à partir de 2026, le principe, c'est qu'on va pouvoir récupérer automatiquement ces factures d'achat depuis une plateforme et on va déposer aussi nos factures de vente sur cette plateforme. Donc, ça va permettre l'automatisation de la récupération des factures. Et on s'est dit oui, mais si c'est des factures pas que pour la France, ça peut être intéressant. Quand on travaille en import, par exemple, nos fournisseurs ne vont pas nous envoyer leurs factures au format facture X. Donc, de pouvoir les reconnaître dès aujourd'hui où tout le monde n'est pas compatible encore avec l'e-facturation. Je la fais un peu courte. Voilà, en gros, ce qu'on arrive en termes de reconnaissance de facture d'achat aujourd'hui avec de l'IA générative, c'est supérieur à ce que faisaient des outils spécialisés il y a 2-3 ans. Voilà, donc c'est vraiment très, très intéressant. On est capable aussi de transformer, il y a une GED dans Simax, donc on est capable de transformer un document GED dans la gestion électronique de documents, qui est une image en texte. Et du coup, ça nous permet de faire de la recherche contextuelle, du traitement automatique sur cette image. Ça permet de faire plein de choses. La traduction, bon, ça fait longtemps que ça marche très, très bien avec les IA. On fait de la reformulation de compte rendu, mais ça, Johan va vous le montrer. Il m'a même soulevé le capot pour vous montrer comment ça marche. On fait aussi de la création automatique de contacts depuis la signature d'un mail. Pareil, Johan va vous montrer comment ça fonctionne. Et on peut faire de l'aide à la réponse sur ticket de service après-vente à l'aide de la base de connaissances internes. Et ça aussi, c'est un exemple qu'on va vous montrer concrètement. Donc, on a plein d'autres exemples en préparation. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer un panel assez variés qui vous montrent des cas d'usage simples ou avec du workflow automatisé grâce à l'IA ou avec l'usage de vos données internes concrètement avec des appels no-code. Voilà, donc ce que vous allez voir, on ne va pas mettre notre casquette d'utilisateur d'un ERP, on va mettre vraiment la casquette de paramétreur no-code qui va préparer des outils rapidement en no-code pour les mettre à disposition des utilisateurs. Donc, on va aller du plus simple au plus avancé, toujours au no-code. On va rester dans une complexité niveau Excel. C'est-à-dire que le plus compliqué que vous aurez, c'est une fonction qui va ressembler à la fonction somme que vous avez peut-être déjà utilisée dans Excel. Voilà. Et qui prend des paramètres. Voilà, donc vous allez voir ça. Et donc, là, je te passe la main, Johan. Je vous présente notre interface de connexion à Simax sur laquelle on va pouvoir se connecter à la solution avec un identifiant et avec un mot de passe. Vous remarquerez qu'il y a deux boutons, un bouton de connexion à l'interface fonctionnelle, donc si je me connecte en tant qu'utilisateur, et un autre pour se connecter en tant que paramétreur, c'est-à-dire à l'interface, mais avec la casquette, justement, comme disait Myrène, de paramétreur no-code, et ainsi la possibilité de modifier ce paramétrage. Et justement, c'est ce qu'on va choisir de faire aujourd'hui. Petite parenthèse, pendant que ça se connecte, on peut aussi se connecter à Simax en SSO avec du MFA pour ceux qui connaissent tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, ce que vous avez connexion via Google, vous pouvez le faire directement aussi avec Simax. On est aussi capable de s'interfacer avec l'annuaire LDAP. Voilà, il y a plein de possibilités de sécurisation différentes de l'accès à Simax. Et donc, on va aborder ensemble ces trois exemples dont vous a parlé Myrène, issus de notre propres expériences, afin que vous puissiez derrière entrevoir les possibilités que vont pouvoir vous offrir cette combinaison entre le no-code et l'IA. Et pour commencer, je vous propose qu'on se rende dans le planning, parce que dans Simax, on a un planning pour chaque collaborateur et dans lequel on va pouvoir éventuellement y créer des rendez-vous. Justement, ça tombe bien parce que normalement, on a un petit rendez-vous qui est prévu cet après-midi et ce rendez-vous, on va rentrer à l'intérieur. Dans le premier onglet, on peut voir qu'on a des détails sur ce rendez-vous
Et dans le second, on a un bilan du rendez-vous. Notre commercial, lui, il a pris des notes super vite. C'est pas très beau, comme vous pouvez le voir. Il y a des fautes. Il va devoir reprendre cette note pour pouvoir le mettre en forme et éventuellement pouvoir le transmettre au client. Et justement, je sais pas si c'est déjà arrivé à la plupart d'entre vous, mais on prend rapidement des notes justement lors de nos rendez-vous et après on doit les reformuler et ça prend du temps. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut justement mettre un petit peu d'IA là-dedans pour vous aider. Donc à partir de ce moment-là, on va enlever cette casquette d'utilisateur et remettre la casquette de paramétreur. Parce que la démarche qu'on va faire ensemble, on va les réaliser qu'une seule fois grâce au no-code et ça va vous permettre d'utiliser l'outil après derrière sans avoir à le reparamétrer. Donc on va commencer par aller récupérer notre bouton qui s'appelle Créer relance ici. Et vous voyez que quand je le survole, on a une boîte à outils sur notre formulaire directement qui apparaît, qui va nous permettre d'ajouter un champ ou de supprimer ou de créer, de modifier un champ, de le supprimer ou de le créer depuis notre formulaire directement. Là, je vais choisir de créer un champ supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va créer? On va aller créer un nouveau bouton qui va nous permettre de reformuler ce compte rendu grâce à ChatGPT. On va renommer donc, ce bouton qui va s'appeler reformuler. Parce qu'on va reformuler notre compte rendu. On va l'enregistrer. Notre bouton, il s'est bien créé. Et maintenant, justement, ce bouton, il va falloir lui donner une commande. Pour ce faire, on va retourner sur la boîte de paramétrage et on va aller le modifier. Au passage, je vais ajouter l'icône OpenAI qu'on a dans notre base. Comme ça, on aura une jolie icône à côté de notre bouton. Maintenant, en fait, ça va fonctionner grâce à une fonction. On va pouvoir appeler ChatGPT grâce à une fonction qui s'appelle OpenAI.appel. Donc ça, c'est une fonction de type fonction no-code qui fonctionne peu ou prou comme une fonction Excel que vous connaissez. Et en fait, cette fonction-là, elle va réaliser un appel. Dans un premier temps, je vais aller chercher la colonne de notre formulaire qui va contenir le résultat de cette fonction. Un petit peu comme si j'allais chercher la cellule qui va récupérer le résultat de ce que va produire la fonction. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais aller récupérer dans rendez-vous, ça va être le compte rendu. Ensuite, la fonction, elle va prendre deux paramètres. Vous voyez qu'elle prend un paramètre, une question, et elle va prendre en paramètre un prompt. Je vais expliquer ce qu'est un prompt, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. En fait, le prompt, c'est quelque chose qui va dire à l'intelligence artificielle, qui va lui donner des instructions sur comment on veut qu'il réponde. Donc, par exemple, quand on lui demande de résumer un texte, on va lui envoyer le texte dans la question et ensuite, on va lui mettre le prompt. On va lui dire, par exemple, résume-moi ce texte en 10 lignes ou en moins de 350 mots. Voilà. Et ce genre d'informations, ça conditionne l'intelligence artificielle pour fournir la réponse qu'on lui demande. Exactement. Justement, sur cette fonction, donc là, j'ai oublié de rajouter, parce que la syntaxe se présente comme celle-ci. En fait, elle va attendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être la question, c'est-à-dire le contexte qu'on va lui donner pour pouvoir répondre à la question, et le prompt, donc, que vient de vous expliquer Mireille. Donc justement, pour aller récupérer cette question, on va aller lui demander de récupérer le contexte. Le contexte, ce sera bien donc notre compte rendu. Il va corriger notre compte rendu en se basant sur le compte rendu que nous, on aura tapé à la main. Ensuite, le prompt, on va pouvoir lui donner un prompt manuel avec un langage tout à fait oralisé. Et on va lui demander, je vais lui demander cette petite question. Je vais lui demander reformule de façon synthétique comme un compte rendu de rendez-vous professionnel. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer le compte rendu et il va exécuter la reformulation avec l'ordre suivant. On va pouvoir enregistrer. Et donc, si je clique sur le bouton reformuler, l'appel va se lancer. Et tada, on a un résultat qui est super propre. Alors, bien sûr, on pourrait y ajouter un peu de mise en forme, mais déjà, c'est un bon début. Vous avez déjà gagné presque 10 minutes à la suite de votre rendez-vous plutôt que reformuler ça tout seul. Donc après, on peut lui donner des conditions un peu plus spécifiques pour qu'il mette en forme selon une nomanclature bien précise. On peut jouer sur les prompts pour lui dire de mettre en forme avec du gras et des choses comme ça. Donc en fait, après, une des bonnes façons de trouver un bon prompt, des fois, c'est juste de le demander à ChatGPT.
Peux-tu me donner le prompt qui me permet de… Et là, il est très fort pour fournir des prompts, ChatGPT. Donc ça, c'est un bon usage. Et ce que vous avez vu, c'est que voilà, en quelques secondes, voilà, parce qu'il a bien tout détaillé, mais en quelques secondes, on peut mettre en œuvre cette fonctionnalité dans n'importe quel écran. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, pendant qu'il fait ça, Johan, en fait, il n'est pas obligé de déconnecter tous les utilisateurs. Là, n'importe qui se déconnecte et qui se reconnecte à CMAX peut bénéficier de la fonctionnalité qu'il a mis en œuvre en no-code, parce qu'il n'y a pas besoin de recompiler comme ceux qui font du code. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très intéressant. Et maintenant, on va voir des cas plus avancés et ça va être vraiment… Alors, on avance dans la présentation. C'est ça. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. J'ai un autre exemple à vous soumettre. On va se rendre dans la messagerie de CMAX. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi de devoir ajouter à votre base de contact un contact que vous avez récupéré depuis une signature d'email. Moi, ça m'arrive assez souvent. Et c'est pas toujours super sympa à faire. Et ici, j'ai un exemple justement où on a reçu un email. Et bien sûr, on a changé les coordonnées pour l'exemple. Mais on va venir récupérer les informations issues de la signature afin d'ajouter automatiquement notre expéditeur à la base contact en quelques clics. Donc, pour ce faire, je sélectionne mon mail et je vais aller sur le bouton Action. On va demander, alors, il va nous proposer plusieurs actions à réaliser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un contact. À partir de là, CMAX nous demande, est-ce qu'on veut créer un contact de type client professionnel, client particulier, fournisseur ou autre type de contact? Nous, on va choisir le client professionnel. Vous allez voir pourquoi. On va laisser l'automatisme s'exécuter. Là, en cliquant en fait sur le bouton, on a appelé ChatGPT pour récupérer les informations qui sont issues de la signature du mail. Ensuite, il y a une série d'automatismes qui s'est déclenchée. D'abord pour créer la société que vous retrouvez ici, la société qui était inscrite dans la signature du mail, et le contact que CMAX nous ouvre en modification, comme vous pouvez le voir ici, afin de compléter éventuellement des informations, parce que des fois, il y a des informations supplémentaires qu'on n'a pas uniquement dans la signature du mail. Donc maintenant, ce que je vous propose, comme disait Myriam, c'est qu'on va reprendre notre casquette de paramétreur et qu'on va aller voir ce qui se cache derrière cet outil-là pour vous montrer justement l'envers du décor. Et donc là où on en était, c'est que justement, on a exécuté cet automatisme qui est allé récupérer cette signature dans l'email. Et là, on va aller construire un formulaire qui va nous permettre de voir visuellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour ça, on va aller construire un nouveau formulaire. On retrouve ici la liste de tous les formulaires qui sont dans notre base et qui correspondent à chaque fois à une table. Nous, on va créer un nouveau formulaire. Donc là, tout à l'heure, on a montré un cas d'usage où en fait, on reçoit un mail et on demande à CMAX en fait d'aller créer automatiquement le contact en lisant la signature du mail. Mais pour ça, en fait, au milieu, il appelle ChatGPT qui analyse le mail et ensuite, ça utilise des automatismes no-code dans CMAX. Donc, pour bien, là, du coup, on n'est pas, cette fonctionnalité, elle n'utilise pas le formulaire qu'on est en train de créer ensemble. Ça, c'est un formulaire exemple pour vous illustrer comment ça marche et bien vous faire comprendre. Donc, en fait, là, on va créer un nouveau formulaire exemple pour décortiquer la fonctionnalité pour tous ceux qui ont besoin de cette vision aussi technique et pas que cette vision métier et qui sont parmi nous aujourd'hui. Voilà. Exactement. Et là, pour ce faire, donc on crée ce formulaire justement de test qu'on va appeler TestIA et c'est dans ce formulaire-là qu'on va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Ce formulaire, je l'appelle TestIA et on va le ranger dans un sous-module. Le sous-module, c'est un classeur pour ranger tout simplement vos formulaires de sorte à attribuer des droits derrière. On ne s'étend pas trop là-dessus, mais c'est pour vous expliquer à quoi ça sert. Et à l'intérieur, donc, on va créer des champs de données dans ce formulaire. Les champs de données, c'est des champs qui vont contenir les données, qui vont être en saisie pour l'utilisateur. Et pour ça, on va choisir des modèles de champs spécifiques. Donc, on va aller créer cette donnée. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on avait créé un champ de type bouton. Donc, il y a plein de différents champs dans CMAX. Vous avez des boutons, vous avez des calculs, vous pouvez créer des onglets, des séparateurs, toutes sortes de choses. Et là, du coup, on va mettre des données à saisir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un champ de données. Et oui, justement. Et un modèle de champ, en fait, parce que le champ de données comporte des modèles de champ. Et en fait, un modèle de champ, on va devoir le choisir. Lui, il va conditionner l'affichage de la donnée qu'il va contenir. Donc, par exemple, si là, je choisis un modèle de type téléphone,
dans mon formulaire, j'aurai la cellule qui va s'adapter à la taille d'un numéro de téléphone et qui va afficher un espace sous les 2 chiffres. Et par exemple, je pourrais pas saisir une adresse email à l'intérieur. Ça va simplement conditionner l'affichage. Simax, lui, va en proposer déjà plus de 1000, je crois, c'est ça, Myrène? Oui, il y a plus de 1000, il y a plus de 1000 modèles de champs. Donc, tu as parlé du numéro de téléphone, mais il y a donc Il y adresse en a plein. email, date, Des date entiers, de naissance, il y a le poids en kilos, la surface en mètres carrés, voilà, tout ce genre de ouais. choses. On vous met au défi d'en trouver un que qui n'y est pas et dont vous Ah allez non, avoir besoin, quoi. en fait, moi Il y en a régulièrement, beaucoup. j'en trouve qu'il me faut. Et en fait, dans Ah Simax, on ouais? peut Qui aussi n'existe créer pas? ses propres Mm. modèles. Oui, parce qu'en Ouais, fait, tu peux créer tes propres modèles et tu peux ouais, rajouter bien des sûr. contraintes. Genre, par exemple, tu veux un modèle où tu veux que la valeur, elle soit comprise entre 15 et 25. Donc ça, il n'existe pas en standard dans Ouais. Simax, mais pour ton usage, tu as besoin d'une valeur entre 15 et 25 qui soit un entier. Ça, tu peux créer un modèle qui fait ça. Donc oui, Ouais. ça arrive. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un modèle de champ de type texte mail, donc il va simplement réafficher un mail sous format HTML. Donc texte mail, Celui-là. c'est mieux si je le tape en Ouais. entier. Donc là, il va contenir les données sur lesquelles ChatGPT va travailler. Donc ici sera le mail qu'on a lu tout à l'heure ensemble. On va pouvoir enregistrer. On va venir recréer une nouvelle donnée. Ce sera donc cette fois-ci un modèle prompt. Donc c'est un texte, un modèle de texte tout simplement. Et ce prompt va contenir du coup le prompt qu'on va lui donner, le prompt que Myriam nous a expliqué tout à l'heure. Et on va ajouter entre tout ça un bouton. C'est le même type de bouton qu'on a ajouté tout à l'heure dans le formulaire de rendez-vous. Celui-ci, on va l'appeler appel, Appel, ouais. par exemple. Et on va cliquer sur OK. Donc là, ça l'ajoute. Et on va enfin rajouter un dernier champ qui va être texte long. Et celui-ci va comporter en fait la réponse que ChatGPT va nous faire. Voilà. Ouais, on Donc à pourrait aussi partir de l'appeler là, réponse aussi. oui, on aurait pu l'appeler réponse. En fait, on lui donne le modèle est indépendant du libellé. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un modèle et avoir un libellé qui soit différent, qui colle à vos usages métiers, bien sûr. C'est ça l'intérêt. Donc là, on va pouvoir enregistrer le formulaire. Et le formulaire va se créer. Là, on vient de créer un nouveau formulaire et Simax crée automatiquement derrière une nouvelle table dans la base de données. Ça se fait tout seul. Donc là, on va voir que ça Vous n'avez tourne pas un petit besoin de peu. connaître quoi que ce soit aux bases de données. Simax, c'est la fonction qui crée l'organe dans Simax. Quand vous avez décrit un nouveau formulaire, une nouvelle fonctionnalité, no code, ça y est, elle est fonctionnelle. Exactement. Et là, il vient justement créer automatiquement des actions qu'on va pouvoir faire sur ce formulaire. Et il va proposer aussi dessous de les ajouter au menu. Donc là, vous voyez que sur les actions, on peut créer un testila, en modifier un, en supprimer un, les rechercher, créer à partir d'eux, etc. Vous avez automatiquement toutes ces actions qui vont se créer liées à la création d'un nouveau formulaire. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau testila. Et avant de donner des instructions, on va donner des instructions à notre bouton appel, parce que pour rappel, on l'a créé, mais on ne lui a pas donné les instructions pour l'instant. Donc, on va repasser sur notre boîte à outils, qui est assez pratique pour pouvoir faire des modifications directes. Et on va venir reprendre la fonction de tout à l'heure. C'est-à-dire, c'était la fonction openai.appel avec les 2 paramètres. Donc, en l'occurrence, ici, cette fois, le champ qui attend la réponse, ça va être le champ texte long qu'on a créé à la fin. Là, vu qu'on vient de créer le formulaire, il faut qu'on aille le chercher à la mano. Et ensuite, donc on a toujours la même fonction qui va attendre 2 paramètres. Le premier paramètre, ça va être le contexte. Ici, ce sera le texte de notre mail, donc notre texte mail, notre champ texte mail. Et du coup, le prompt, et cette fois-ci, le prompt, on ne va pas le taper directement dans la formule, mais on va pouvoir le saisir différemment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le champ qu'on a créé afin de pouvoir facilement changer le texte de notre prompt. Ça, c'est super intéressant de faire ce genre de formulaire de test. Vas-y, je fais enregistrer. Ouais. Ce genre de formulaire de test dans Simax parce que derrière, ça vous permet de jouer sur le prompt en l'écrivant et d'essayer plusieurs cas de figure qui vous permettent d'obtenir la bonne réponse que vous recherchez dans le cadre que vous voulez. Exactement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement copié le contenu de mon mail pour le remettre ici, pour qu'on voit justement ensemble qu'est-ce qui va se passer pour aller récupérer les contacts dans l'adresse mail. Et on va lui donner un prompt. C'est le prompt qu'on utilise pour récupérer l'adresse email.
Et ce prompt, en fait, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu dois analyser le contenu d'un mail pour trouver les coordonnées de l'expéditeur, par exemple dans sa signature. Ces coordonnées devront être renvoyées de la forme suivante. Donc, nom séparé par un point-virgule, prénom séparé par un point-virgule, société, téléphone, mobile, email et fonction. Alors, pourquoi est-ce qu'on les demande dans ce format-là? Alors, c'est important parce que c'est pour avoir une donnée qui va être structurée que Simax va pouvoir venir récupérer, en fait, afin de traiter ces informations-là dans des automatismes, les automatismes qui tournent derrière le bouton sur lequel on a cliqué tout à l'heure quand on était dans notre boîte mail. Si maintenant je lance l'appel, donc là, il va nous faire une réponse, j'obtiens du coup cette donnée qui sera reprise dans l'automatisme, donc la donnée avec le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse email et la fonction. Voilà, donc concrètement, là, on a eu la réponse de ChatGPT. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'est-ce qui se passe aussi dans Simax pour qu'ils viennent récupérer cette information et la traiter par des automatismes. Donc, on va aller voir ça. Et pour ça, on va aller dans nos automatismes, justement. Donc ça, c'est un menu qui, évidemment, n'est disponible que pour le paramétreur. On va aller voir les automatismes sur action. Pourquoi? Parce qu'un automatisme sur action se déclenche lorsqu'on déclenche une action. Et l'action qu'on déclenche, quand on clique sur notre bouton de mail, elle s'appelle « Créer l'expéditeur en contact ». Donc, on va voir tous les automatismes qui sont reliés à cette action-là. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs actions qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc, dans un premier temps, il va créer le client professionnel s'il n'existe pas. Il va créer le fournisseur s'il n'existe pas. Il va créer la société. En fait, c'est des vérifications, c'est des conditions. Il va nous créer une erreur si le contact existe déjà, afin de ne pas le créer une seconde fois. Il va nous mettre une erreur si c'est un client particulier qui existe déjà, etc., etc. En fait, tout ça, c'est très intéressant parce qu'ici, on peut voir qu'à partir du moment où on clique sur notre bouton, on a une série d'automatismes qui se lancent. Et c'est l'ensemble de ces automatismes qui va appeler ChatGPT, il va récupérer la réponse et lancer les créations sous-jacentes en fonction de certaines conditions qu'on vient de voir ici. Donc là, je vous propose qu'on voit après ça un dernier exemple sur l'IA qui ne va pas aller chercher des informations sur Internet, comme on le fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on lui envoie une information, il le traite sur Internet, elle nous revient. Mais là, on va lui fournir des informations qui viennent de notre propre entreprise, de vos propres entreprises. Donc, dans cet exemple, on va fournir à ChatGPT, pour vous donner un petit peu le contexte, on va lui fournir à ChatGPT des informations. Donc là, on va lui, pour le contexte, en fait, on va lui poser une question, comme si c'était un paramétreur chez Simax qui va lui dire à quoi va servir cette formule, par exemple. La question, ça va être comment utiliser la fonction top. Je vous la colle, ça sera plus vite. Et là, le prompt, donc je vais le récupérer parce que c'est quelque chose qu'on utilise déjà chez nous. Ça va être tu es un assistant qui doit répondre aux questions sur l'utilisation de Simax. Simax, c'est un logiciel de création d'applications no-code. La réponse doit être dans les réponses fournies. La fonction Simax, les fonctions Simax sont un langage spécifique. Donc là, on lui demande tout simplement d'aller récupérer des informations issues de notre base de connaissances et de répondre à la question qu'on aura dans notre mail. Donc ça peut être utile pour des collaborateurs, pour des intégrateurs, par exemple, qui vont se servir de notre solution. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on change l'appel parce qu'il va falloir lui fournir plus d'informations. Oui, tout à fait, mais peut-être qu'on peut présenter aussi le JSON, je me dis, dans un premier temps, aussi justement pour montrer le... En fait, l'information qu'on envoie à ChatGPT, on ne peut pas la lui envoyer de façon en langage parlé. En fait, on doit la lui envoyer dans un format qui est un peu moins sympa pour les humains, mais que les IA adorent et qui est le format JSON. Donc, ce contenu-là, en fait, qui est un contenu qui retranscrit en fait la base de connaissances en JSON, il a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple de produire ce genre de données parce qu'on a aussi des fonctions no-code qui permettent de faire du JSON dans Simax. Mais c'est pour vous expliquer d'où vient le contenu qui va donc être transmis pour la suite de la présentation. Exactement. Donc, on revient sur notre créer test IA avec notre fonction, sauf que maintenant, on va utiliser une fonction qui va ressembler à la première, mais ce serait une fonction un petit peu différente, puisqu'on va devoir lui donner une fonction qui va prendre 3 paramètres en considération. Donc, on va modifier notre champ, et on va venir tout simplement modifier notre fonction, qui cette fois-ci ne s'appelle plus juste OpenAI.appel, mais qui va s'appeler cette fois, alors que je ne me trompe pas, parce que... Avec contexte. Je me suis trompé,
C'était ah oui, avec contexte, merci. C'est vrai. Pour rappel, Donc il y a là, dans Simax, il y a les mêmes fonctions qu'Excel et puis plein d'autres comme celle-là notamment qui sont super intéressantes. ouais, des fonctions Notamment, il y a d'appel des externe. fonctions pour manipuler les dates, ajout de jour ouvré, qui est super pratique. Puis en plus des fonctions qui vous parlent parce que c'est forcément, enfin c'est parfois des fonctions que vous avez déjà vous-même utilisées dans Excel par exemple et qui font en sorte que c'est très user-friendly dans l'idée, quoi. Donc là, cette fonction-là, elle a une petite différence, c'est qu'elle n'attend pas deux paramètres, mais un troisième qui va être le contexte. C'est pour ça qu'elle s'appelle appel avec contexte. Et ce contexte, bah, c'est justement celui que je vous ai montré, hein, le format JSON dont vous a parlé Myrène, qu'on va devoir venir récupérer et qui se trouve dans le formulaire paramètres généraux. Il faut que j'applique, sinon je ne vais pas pouvoir le récupérer. Et vous allez voir, il y a pas mal de champs dans ce formulaire, donc on va faire une recherche. Donc là, c'est un champ JSON. Je vais le sélectionner et là, on va lui donner du coup le troisième paramètre. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On va pouvoir enregistrer notre bouton et ben, du coup, on va pouvoir lancer l'appel. Donc, on va lancer l'appel. Cette fois-ci, l'appel est toujours un petit peu plus long. Pourquoi? Parce que il va aller interroger justement ce fameux fichier JSON et il va venir nous reformuler la réponse pour que ça soit intelligible. Donc là, c'est pareil. On obtient tout de suite une réponse qu'il est allé tirer de notre base de connaissances par le fichier JSON. Et donc, il nous explique la fonction top dans Simax, elle est utilisée pour sélectionner les premiers éléments d'une liste. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Donc, il nous donne la syntaxe à utiliser. Et aussi, il nous donne des exemples, par exemple. Ça, c'est assez pratique. Il le fait tout seul. On ne lui a même pas demandé, hein, finalement, de nous donner des exemples. Il le fait tout seul. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, on a obtenu notre réponse en fonction de notre base de connaissances. Donc ça, c'est super intéressant. Mais le but derrière, c'est pas de faire un cours complet sur l'IA. Là, le but, c'est de vous montrer un peu ce qui est techniquement possible de faire avec un moteur no-code et justement de l'ajout de l'IA, l'apport que l'IA peut avoir. Et comme vous le voyez, du coup, c'est quand même plutôt simple. C'est pas très complexe. En quelques ficelles, on va dire, à tirer d'apprentissage, on peut y arriver. Et derrière, on vient chercher ces informations pour les brancher sur des automatismes, par exemple, du no-code, comme on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir automatiser ces processus. Alors, il faut bien garder à l'esprit que tout ce qu'on a vu cet après-midi, on le paramètre une seule fois. Hein. Myrène l'a bien précisé. Ces actions sont-elles réservées à l'admin de l'ERP? Donc, en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est oui. le fait de paramétrer, de mettre à disposition via des boutons, via des automatismes, les appels à l'IA, c'est fait par l'administrateur, mais pour être mis à disposition, bien entendu, du métier. Voilà, c'est vraiment le but. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on se reconnecte en tant qu'utilisateur pour voir justement ce résultat, je me dis, pour montrer que justement on n'a plus accès à ce paramétrage-là derrière en tant qu'utilisateur sur le format fonctionnel. Sur l'écran de connexion, c'est connecté en tant que paramétreur. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de faire du paramétrage. Mais derrière, un utilisateur ne pourra pas rentrer sous ce capot qu'on a vu justement pour pouvoir aller paramétrer lui-même des choses. Le but, c'est de lui donner des outils, lui mettre à disposition ces outils que le paramétreur va paramétrer pour les utilisateurs. Après, c'est vrai que souvent en no-code, il y a un travail qui est très main dans la main du métier et des paramétreurs parce que ça reste des outils bureautiques. Donc souvent, ils travaillent tous ensemble, voire le métier aide au paramétrage no-code, mais c'est fait souvent en concertation et dans le cadre de droits d'accès qui sont bien maîtrisés, quoi. Oui. Moi, je pense que ça me paraît aussi important de rajouter que là, c'est des fonctions, on va dire, qu'on a imaginées, mais le but, c'est aussi de s'approprier cet outil. Et là, on va enchaîner justement sur la session. On va enchaîner sur les questions parce que je vois qu'il y en a plein et ça tombe bien parce qu'on arrive à l'heure de la question. C'est comment est-on certain que l'IA ne va pas se nourrir de données qu'on lui demande de travailler? Quelle est la confidentialité? Alors justement, c'est une vraie bonne question parce qu'en fait, il faut faire attention à quelles données on envoie et c'est bien pour ça que nous on dit il faut que ce soit un paramétreur et que ce soit quelqu'un qui a les droits d'accès, qui décide de où est-ce qu'on met la donnée qui va appeler l'IA, qu'on décide de quelle IA on va appeler, parce que vous savez, là, on a utilisé que des exemples avec ChatGPT, mais vous pourriez très bien utiliser Gemini de Google ou Mistral, qui est une IA française, donc vous pouvez choisir de quelle
en fait, quelle IA vous allez utiliser. Et il faut vraiment se poser la question de quelles données on envoie, parce que on n'est pas sûr que derrière, il n'y ait pas de la captation de la part d'une puissance étrangère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google, ils ont fourni des informations sur la recherche française et la recherche de pays du monde entier, hein, pas que de la France, parce que quand les chercheurs dans les universités ils tapent des requêtes Google, eh ben Google est au courant et ces informations ont pu faire avancer la recherche américaine par déduction. Donc c'est une réalité. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec son IA et quelle IA on utilise. Donc c'est une vraie bonne question. Et ça, il n'y a que l'humain qui peut le déterminer. En quoi j'utilise l'IA? Nous, dans CIMAX, on a fait en sorte que c'est vous qui décidez à quel endroit vous autorisez l'usage de l'IA et dans quel cadre. Si c'est pour reformuler le compte-rendu d'une réunion, on considère que ce n'est pas forcément très sensible, mais ça dépend si vous travaillez au Pentagone, non, enfin, Pentagone, ou vous travaillez à la DGSE, pardon, là oui, évidemment, vous n'allez pas demander à ChatGPT de reformuler votre compte-rendu de réunion, donc ça se réfléchit selon le cas. On va terminer par notre cadeau du jour. Donc, merci d'avoir participé à notre WebiMax. On a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est si vous voulez creuser plus loin ce sujet, si ça vous a intéressé, eh bien, c'est de participer gratuitement à une sorte d'atelier. Donc, un atelier, en fait, no code et IA, si vous voulez manipuler. Donc, on a proposé 2 dates parce que, comme vous êtes nombreux, on voulait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc, le 3 ou le 10 décembre, de 14h à 17h. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous envoyez no code plus IA le 3 décembre ou no code plus IA le 10 décembre à commercial@cimax.fr. Et également, si vous voulez, on vous offre aussi un accès SaaS à CIMAX ERP CRM, tout module, gratuit pendant 6 mois. Donc, si vous voulez jouer avec, moi, je dis bien jouer parce que moi, je trouve qu'en no-code, c'est presque plus du jeu que du travail. Voilà. Et dans le passé, j'ai développé en C++, donc on oublie vite. De ce point de vue-là, c'est plus du jeu, là. On prend goût au no-code et on ne veut plus revenir en arrière. Voilà. Et du coup, vous pouvez envoyer CIMAX ERP CRM à commercial@cimax.fr. Vous le savez peut-être, mais CIMAX, on propose aussi le moteur no-code tout nu sans les modules et vous pouvez donc avoir un accès SaaS à CIMAX no-code aussi pendant 6 mois, si vous le souhaitez, en envoyant CIMAX no-code à commercial@cimax.fr. Et ben, je suis ravie que ça vous ait plu. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un autre WebiMax sur l'IA ou sur d'autres sujets.